comme ça, c'est une violence incroyable, et 3 mots de vocabulaire, c'est Alors, avant de m'attaquer au sujet de ma chronique, je tenais quand même à lire une des nombreuses lettres que j'ai reçues suite à la première Radiones Blog du 24 juin. Beaucoup de personnes ont voulu me témoigner leur intérêt dans des lettres toutes plus adorables les unes que les autres. Et en voici une lettre donc de Eugène Kidama, 23 ans, de Chemillé-sur-Dème, dans l'Indre-et-Loire. Des grosses têtes. Mon cher Ruffion, j'attendais avec impatience ta première page blanche le 24 juin et je dois t'avouer que je suis plutôt déçu. Comment oses-tu te prétendre mangaphile sans même parler de Dragon Ball dans ta première chronique ? D'ailleurs, cette déception, je l'ai partagée. En effet, nous étions plusieurs à attendre ce moment avec impatience devant notre post internet. Il y avait Tati Christine, Tonton Georges, Mamie Lucette, Pépé Bernard, cousin Michel, cousin Marc, cousine Chloé, grand-mère Marie, grand-père Hector, sa belle-sœur Thérèse, tante Jeanne, cousin Pinou, oncle Boris, ses 3 enfants, Jules, Christelle et Roger, mémé Clotilde, cousine Marguerite et bien entendu ce bon vieux tonton Raoul. Bref, je m'attends à ce que tu te reprennes en main. Nous attendons avec impatience ta prochaine page blanche, dans l'espoir qu'elle saura parler aux vrais passionnés comme moi. PS, aurais-tu des astuces ou des conseils pour gentiment faire partir tes invités après une soirée arrosée ? Ils sont 19 et prétendent faire partie de ma famille. Eh bien, mon cher Eugène, je t'ai lu, je t'ai entendu et je t'ai compris. En effet, il était maladroit de ma part de ne pas prendre en compte ta fougue et ton amour pour ce très bon manga qu'est Dragon Ball. Je m'excuse donc auprès de toi et de tous les passionnés comme tu les qualifies si bien. J'ai donc voulu contenter ce pauvre Eugène en dédiant cette page blanche à Dragon Ball. Alors, je sens déjà la salle qui se crispe et des regards qui me murmurent « Non, Rufio, ne fais surtout pas ça !» Mais je ne suis pas fou, je ne parlerai pas mal de Dragon Ball. Je demande donc aux gens qui nous écoutent de souffler un bon coup. Je ne dirai pas de mal de Dragon Ball, et ce pour 2 raisons. Premièrement, parce que j'aime Dragon Ball. Et deuxièmement, parce que je suis conscient que dire du mal de Dragon Ball sur Internet, c'est un peu comme se promener dans les rues de Beyrouth-la-Milotière avec un t-shirt imprimé de Raymond Cagé. Et si cette métaphore ne parlera pas à grand monde, au moins elle parlera très bien aux 289 habitants de Beyrouth-la-Milotière. Afin donc d'écrire cette chronique, je me suis installé devant mon ordinateur. Je voulais toucher le cœur des fans, écrire quelque chose de grand et de beau. J'ai donc tapé sur Google « dossier Dragon Ball » et après avoir lu un très bon article sur les 5 attaques les plus puissantes de Vegeta, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je cherche une autre piste de réflexion. C'est alors que je me suis dit que pour trouver l'inspiration, autant aller directement à la source. Je me suis donc tourné vers ma bibliothèque. Puis, après avoir passé 13 minutes à regarder une petite étagère remplie de jeux PS1, je me suis rappelé que j'ai arrêté d'acheter des mangas le jour où j'ai compris que pour un tome de One Piece, je pouvais avoir 3 packs de Candy Up. Mais entre Destruction Derby et Tenchu 2, j'ai quand même aperçu un vieux tome de Dragon Ball qui traînait par là. Je l'ai ouvert et à ce moment précis, j'ai su. À ce moment précis, le sujet de cette chronique était clair. Chers amis, chers auditeurs, c'est le cœur lourd qu'aujourd'hui je vais devoir m'attaquer à un des rares petits détails non défendables de Dragon Ball. Non défendable parce qu'il échappe même à la... Ça coupe... Non. Non. Non défendable parce qu'il échappe même à la suspension consentie de l'incrédulité. Aujourd'hui, je serai l'avocat du diable. Aujourd'hui, je vous parle de Dragon Ball. Aujourd'hui, je vous parle de la salle de l'esprit et du temps. Remettons les choses au clair. Pour ceux qui l'ignorent, la salle de l'esprit et du temps est un lieu dans lequel certains personnages vont s'entraîner, une autre dimension dans laquelle 1 an d'entraînement équivaut seulement à 1 jour passé dans notre dimension, une astuce scénaristique très pratique qui ne soulève pas trop de questions. En effet, c'est scientifique, depuis que l'on sait que le temps est relatif et qu'on ne peut pas prouver que les dimensions parallèles n'existent pas. Pourquoi pas utiliser cette petite martingale qui semble respecter certaines lois physiques ? Certaines lois physiques, parce que si un récit peut très bien vous faire accepter des faits extraordinaires, il y a des erreurs d'ordre logique qu'il ne faut surtout pas commettre. Et moi, il y a 2 choses avec lesquelles je ne rigole pas, les paradoxes scientifiques et la prétendue blessure de Marco Giovannetti aux Jeux Olympiques de 1984. On s'est bien compris.
Avant de s'attaquer au cœur du problème, passons sur le simple fait que, dans le récit, une simple porte sépare les deux dimensions, dans lesquelles le temps s'écoule à une vitesse différente. Que se passe-t-il Non, c'était pas là. Que se passe-t-il Voilà, ce n'était pas un signal, Sylvain. Que se passe-t-il au moment où une personne ouvre la porte? Le temps s'écoule-t-il toujours de la même façon dans les deux dimensions, ou le temps s'arrête-t-il pour les deux dimensions tant que la porte est ouverte? Si c'est le cas, comment suis-je censé refermer la porte si je suis moi-même figé dans le temps? Et s'il me venait à l'idée de passer uniquement mon bras comme ça au travers de la porte et que je commençais à faire des mouvements de bas en haut, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que mon bras se déchirerait au niveau de mon coude, ou vu que mon avant-bras bougerait 365 fois plus vite que le reste de mon bras, ou bien serais-je moi-même dans une troisième dimension entre les deux dimensions existantes, le temps que je me décide à franchir ou non cette foutue porte, ou pratiquerais-je alors le plus merveilleux mouvement de Smurf qu'on ait jamais vu dans aucune des deux dimensions existantes? Bref, passons donc sur tous ces soucis mineurs. Moi, je veux revenir sur un autre moment de l'histoire bien plus problématique. Dans le tome 41, Piccolo, qui est à l'extérieur de la salle, donc dans la dimension 1, communique par télépathie avec Sangoten et Trunks, qui s'entraînaient à l'intérieur de la salle, donc dans la dimension 2. On nous explique qu'il va mettre 1 minute dans la dimension 1 pour les rejoindre dans la dimension 2, et que les deux garçons auront donc 6 heures devant eux pour se reposer. Jusqu'ici, tout va bien. On peut donc considérer que dans la dimension 2, le temps passe de 360 à 365 fois plus vite que dans la dimension 1. Dans mon énoncé, il y a pourtant un problème de taille. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a mis le doigt dessus, mais voilà, comment Piccolo et les deux garçons peuvent-ils communiquer dans les conditions que j'ai décrites? Comment communiquer avec un interlocuteur alors que son temps s'écoule 360 fois plus vite ou plus lentement que le temps du locuteur? Ainsi, à chaque fois que Piccolo parle pendant 3 secondes, il faudra donc aux garçons 18 minutes pour écouter la phrase dans son entier, et lorsque ceux-ci répondront par une phrase d'à peine 2 secondes, Piccolo n'aura alors que 5 millièmes de seconde pour déchiffrer leur message. Mais si Piccolo arrive tant bien que mal à déchiffrer ce message, eh bien il enchaînera avec une nouvelle réponse de 2 ou 3 secondes, alors même que dans la dimension 2, les garçons n'auront pas fini d'écouter son premier message. Certains d'entre vous semblent encore sceptiques, voire totalement perdus, c'est pourquoi je vous propose de tenter vous-même l'expérience. Vous êtes dans la salle de l'esprit et du temps, il fait chaud, vous êtes en Marcel et vous jouez à la 3DS, votre meilleur pote, Piccolo, engage une conversation par télépathie et vous annonce d'un air satisfait... Hein? Oui? Oui? Voilà, c'est incompréhensible, c'est normal, il vient de dire coucou et il vous aurait fallu 2 minutes 40 pour avoir le message dans son entier. Deuxième et dernière expérience, cette fois vous êtes en dehors de la salle de l'esprit et du temps, il fait froid, vous êtes en pull et vous jouez à la PS Vita, et là, en pleine partie de Nuclear Throne, que vous trouvez, et vous avez raison, très mal optimisé sur cette console, quelqu'un vous contacte et vous explique solennellement, attention ça va vite. Alors, évidemment, vous n'avez toujours rien compris, et pourtant l'information était importante, car votre meilleur pote, Nicolas Sarkozy, vient tout juste de passer 26 minutes à vous expliquer les bienfaits de la suppression de l'impôt sur la fortune dans son programme de 2017. Mon cher Eugène, j'espère ne pas t'avoir déçu une seconde fois, j'espère aussi que tu ne prendras pas ce papier d'une façon malheureuse, j'espère que... parce que si j'ai été moi-même très affecté par son écriture, c'est justement parce que je garde en mon cœur une place particulière pour cette œuvre qu'est Dragon Ball. PS, en ce qui concerne tes amis trop encombrants, je ne peux malheureusement pas te venir en aide, d'autant que je suis dans une situation similaire, ils sont 10 et pensent encore que je suis capable de faire une chronique intéressante.